Bonjour de la Belgique et bienvenue à tous et à toutes au DataSafe Symposium de PCB. Dans cette session virtuelle, nous allons parler du potentiel de la norme ISO IEC 27701 pour le maintien de la conformité au RGPD. Je vous présente mes panélistes Alex Carroll, qui est devenu papa très récemment, Béchir Sebaï et Ayet Akrout. Moi, je m'appelle Caroline Vambel et je serai votre modérateur durant cette session. Comment la session va se passer? Je vais d'abord vous présenter mes panélistes. Après, nous allons discuter du sujet et à la fin, nous avons prévu une dizaine de minutes pour vous, le public. Nous vous invitons donc à poser vos questions par le chat et nous répondrons avec plaisir à vos questions à la fin de la session. Voilà, je commence par vous présenter mes panélistes. Tout d'abord, Béchir Sebaï. Béchir Sebaï est fondateur et PDG de la société ACG Cybersecurity, cabinet d'audit, de conseil et de gouvernance spécialisé en matière de cybersécurité, RGPD, continuité d'activité et gestion de crise. Béchir a plus de 17 ans d'expérience en conseil stratégique et opérationnel en cybersécurité et conformité RGPD et ISO 27701 pour des grands groupes privés et publics en France, Europe et Afrique. Béchir est nommé meilleur fondateur francophone 4 années consécutives PCB entre 2019 et 2022 et titulaire de plusieurs certifications. Puis Ayet Akrout. Ayet Akrout est un expert dans le domaine de la sécurité de l'information, de la protection des données avec plus de 15 années d'expérience. En tant que consultant en sécurité de l'information, Ayet Akrout a acquis une expertise approfondie dans la mise en œuvre de plusieurs systèmes de management selon plusieurs référentiels ISO 9001, 27001, 27701 et 22301. Monsieur Ayet Akrout est également titulaire de nombreuses certifications professionnelles et il a également participé dans plusieurs missions de pentest permettant l'intrusion éthique dans bases de données à caractère personnel sensible, ce qui permet à ses clients de mettre les mesures nécessaires en place pour éviter toute fuite des DCP. Puis Alex Carroll. Alex Carroll est depuis 2018 Consulting Manager chez Tech GDPR, une petite société de conseil en confidentialité qui propose des services de conseil sur projet et à l'heure en matière de protection de données, de services de formation, de DPD externes, de représentants européens et de soutien à la mise en œuvre de l'ISO 27001. Il a fait partie du comité de rédaction de la norme DIN SPEC 4997 Privacy by Blockchain Design. Il a développé un cours de formation en ligne sur le RGPD destiné aux responsables produits et aux développeurs de logiciels, ainsi qu'une méthodologie d'audit de conformité au RGPD. Son expérience en éducation supérieure et en conception d'apprentissage en ligne l'a conduit à se plonger dans les référentiels de gestion de la qualité et c'est en déterminant comment le RGPD informait la clause du contexte de l'organisation selon l'ISO 9001 qu'il a été entraîné dans le labyrinthe de la protection des données, frappé par les parallèles entre la conformité normative et réglementaire et les stratégies de management des attentes des parties prenantes. Voilà, beaucoup d'expérience ici à la table. Messieurs, bienvenue à la session et bienvenue aussi le public sur le potentiel de la norme ISO IEC 27701 pour le maintien de la conformité au RGPD. Je vais peut-être commencer par Béchir. Béchir, une question pour vous. Pourquoi mettre en place la norme ISO 27701 pour la conformité aux réglementations de protection de données? Merci tout d'abord et bienvenue à tout le public. Merci pour cette question. Je vais d'abord commencer de rappeler l'entrée en vigueur du règlement général de protection des données, l'RGPD, depuis le 25 mai 2018. Récemment, on a fêté
les 5 années de l'existence de la réglementation RGPD. Et donc la norme ISO 27701, donc, elle vient pour donner un cadre, on va dire, pour la certification. Donc, les sociétés aujourd'hui qui vont justifier de leur conformité par rapport à RGPD, donc nous avons la norme ISO 27701 qui va permettre aux entreprises de justifier leur niveau de conformité à la fois sur la partie socle de sécurité de l'information, parce qu'on ne peut pas être conforme par rapport à l'RGPD sans avoir donc un socle de sécurité solide. La norme ISO 27701 a été élaborée en réponse à la nécessité de garantir la conformité des organisations aux réglementations de protection des données, en particulier dans le domaine de la cybersécurité. Elle s'appuie sur les principes et les exigences de la norme ISO 27001 qui définit le système de gestion de la sécurité de l'information, ce qu'on appelle SMSI. Donc, la 27701, on reprend l'intégrité de la norme ISO 27001, l'SMSI, plus les 99 articles RGPD et surtout comment se conformer par rapport aux articles du RGPD. Elle encourage notamment les organisations à mettre en œuvre donc, des processus de gestion des risques qui tiennent compte des menaces et des vulnérabilités spécifiques à la protection de données personnelles. Cela implique l'identification des actifs et des flux de données, l'évaluation des risques, l'établissement de mesures de sécurité appropriées et la mise en place d'un suivi continu pour s'assurer que les risques sont gérés de manière adéquate et efficace. La norme ISO 27701 met également l'accent sur la responsabilité et la transparence des organisations en matière de protection des données. Elle les encourage à adopter des politiques de confidentialité claires et à établir notamment des procédures documentées, validées pour le traitement de données personnelles et à mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des données à caractère personnel. Et d'ailleurs, c'est une exigence de l'RGPD. Cela inclut la sensibilisation et la formation des salariés, la gestion des accès, notamment le chiffrement des données, assurer la sauvegarde, la restauration des données, ainsi que la surveillance et la détection des incidents de sécurité. Tout ça, on ne peut pas le faire sans avoir la sécurité de l'information à travers, bien sûr, la norme ISO 27001. Un aspect important de la norme ISO 27701 est la notion de protection de la vie privée dès la conception. Et on rappelle toujours les notions, donc la privacy by design. Et ça, c'est un concept très important qu'on le retrouve à travers la norme ISO 27701. Cela signifie que les organisations doivent prendre en compte la protection des données personnelles dès les premières phases de conception de leurs produits, services ou systèmes d'information. Cela peut inclure des éléments tels que la minimisation des données collectées, la pseudonymisation, d'autres techniques, bien sûr, pour sécuriser les données à caractère personnel, l'implémentation de mécanismes de consentement éclairé et la mise en place de contrôles de sécurité appropriés pour protéger les données tout au long du cycle de vie. Et en cas d'incident de sécurité ou en cas de violation de données, la norme ISO 27701 guide les organisations dans la gestion appropriée de ces situations, à travers, bien sûr, la mise en place d'un processus de gestion des incidents et notamment la notification aux autorités compétentes et notamment par rapport aux personnes physiques qui sont concernées par violation. Elle encourage la mise en place de mécanismes de détection, de réponse et de notification des incidents conformément aux exigences légales, y compris l'évaluation de l'impact sur les individus concernés et la communication appropriée avec les autorités compétentes et notamment les parties prenantes concernées. En se conformant donc à la norme ISO 27701, les organisations démontrent leur engagement envers la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Cela renforce la confiance des parties prenantes, y compris les clients, les partenaires, etc. Donc, la norme, elle contribue à améliorer la réputation et la crédibilité de l'organisation en matière de protection des données. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas des organismes qui vont attester, on va dire, la conformité RGPD. Donc, on peut démontrer la conformité RGPD si l'entreprise va avoir, bien sûr, l'accréditation et la certification ISO 27701.
Voilà, donc ça peut répondre à votre question. Ok. Merci. Alex ou Ayette, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, non, de mon côté, non. Donc il a bien expliqué déjà, Béchir. Ok, très bien, très bien. Peut-être, Béhir, autre question pour vous. ISO 27701, extension de la norme de sécurité de l'information ISO 27001. Pourquoi l'exigence d'un socle de sécurité? Alors, très bonne question, merci. Pour répondre à cette question, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, on ne peut pas bâtir une conformité sans avoir un socle de sécurité solide. Donc, pour cela, donc, l'exigence d'un socle de sécurité dans la norme ISO 27701 découle de sa relation étroite avec la norme ISO 27001, parce qu'on va reprendre l'intégrité de la norme ISO 27001 dans la 27701, et par la suite, on va satisfaire notamment aux exigences RGPD qui est largement reconnue comme la référence en matière de gestion de la sécurité de l'information. La norme ISO 27001 établit un cadre complet pour la mise en place d'un système de gestion de la sécurité de l'information au sein d'une organisation. Ce cadre comprend l'identification des actifs informationnels, l'évaluation des risques, la définition de contrôles de sécurité appropriés, notamment la mise en œuvre de mesures de protection et de la surveillance continue pour assurer l'efficacité des contrôles. On insiste toujours sur l'efficacité des mesures de sécurité à travers les procès. Donc, il ne suffit pas juste de répondre à l'exigence, mais surtout comment démontrer l'efficacité de chaque mesure et de chaque processus. La norme ISO 27001, quant à elle, se concentre spécifiquement sur la protection des données personnelles au sein de l'SMSI. Elle étend les exigences de l'ISO 27001 pour inclure les contrôles et les mesures spécifiques liées à la confidentialité des données personnelles, conformément aux réglementations en vigueur telles que le RGPD. Ainsi, pour être conforme à la norme ISO 27701, il est nécessaire de disposer d'un socle de sécurité solide déjà en place, conformément à la norme ISO 27001. C'est pour cela, donc, on commence toujours par l'implémentation de la norme ISO 27001. Cela signifie que l'organisation doit avoir établi des politiques, des procédures et des pratiques documentées pour la sécurité de l'information, ainsi que mise en œuvre de contrôles de sécurité pertinents. La mise en place d'un socle de sécurité solide selon la norme ISO 27001 est essentielle pour garantir une protection adéquate des données personnelles au sein du système d'information. Les contrôles de sécurité déjà en place couvrent des domaines tels que la gestion des accès, la gestion des identités, la gestion des vulnérabilités, le cryptage des données, la gestion des incidents de sécurité, la sauvegarde, la restauration et bien autres des mesures. Ce qui fait on a pratiquement tout ce qu'il faut pour satisfaire à la sécurité des données à caractère personnel, que ce soit sur l'aspect sécurité technique et organisationnelle. Ça va nous permettre aussi de réduire les risques liés à la confidentialité des données personnelles et pour assurer un niveau de sécurité approprié. En intégrant les exigences de la 27701 dans le socle de sécurité existant, l'organisation peut bénéficier d'une approche intégrée de la sécurité de l'information, incluant la protection des données personnelles. Cela facilite la gestion unifiée des risques liés à la confidentialité des données et permet une cohérence dans les processus et les contrôles de sécurité. Donc, je vais conclure. L'exigence d'un socle de sécurité dans le domaine de la 27701 est essentielle pour s'assurer que l'organisation dispose d'un cadre de sécurité solide conformément à la 27001. Avant d'aborder spécifiquement la protection des données personnelles, cette approche garantit une gestion cohérente des risques et une protection adéquate des données personnelles au sein de l'SMSI et notamment au sein de l'organisation. Voilà, donc j'espère que j'étais clair et je n'ai pas dépassé le temps alloué. Merci Non, encore une fois. parfait, parfait, très bien. Merci beaucoup, Béchir. Je vous en prie. J'ai peut-être Une... une question, Caroline, si je peux, pour Béchir. Vas-y, Alex. Quelque chose que vous avez mentionné, Béchir, par rapport à l'extension de la 27001, est-ce qu'il serait judicieux de mettre en place la 27001 et ensuite
de rajouter une couche de 27701 ou plutôt de faire les deux en parallèle? Comme je l'ai dit, la 27701, c'est très simple. C'est la combinaison entre la 27001, on va prendre en intégrale donc la 27001 et on va rajouter on va dire des mesures supplémentaires pour satisfaire aux 99 articles de l'RGPD. Donc, pourquoi on commence toujours par la 27001? Parce qu'il faut d'abord bâtir un socle de sécurité solide, parce qu'on ne peut pas assurer la protection des données à caractère personnel au sein d'un système d'information qui est maintenant complexe, qui est ouvert selon la transformation digitale et ce qu'on fait par rapport le cloud, etc. Donc, l'entreprise a tout intérêt d'abord de bâtir un socle de sécurité solide pour assurer la conformité RGPD. Il y a beaucoup de travail à faire, même si on a, comme je dis, en fait, déjà 5 ans depuis la rentrée en vigueur de ce règlement général de protection des données. Mais malgré ça, il y a eu pas mal des fuites de données à caractère personnel suite aux cyberattaques. Et la preuve en est que les sociétés qui ont bâti un socle de cybersécurité se retrouvent largement en conformité avec le RGPD et ça permet de réduire et de gérer au mieux les risques liés aux données à caractère personnel. Merci, merci. Bon, pour faire une interaction avec la question de Alex, si je rajoute un point par rapport à ce que M. Bachir il a déjà mentionné. Moi, je recommande, si jamais la société n'a pas déjà mis en place un SMSI, de faire les deux en parallèle. Donc là, on parle d'un système de management intégré. C'est déjà parmi les points qu'on recommande très fréquemment pour nos clients, de mettre en place les systèmes de management d'une façon intégrée. Ça va, d'une part, donc ça va réduire le coût d'une façon donc énorme. Même le coût de l'organisme de certification, il va être aussi réduit. Et avoir aussi un système de management qui est harmonisé, qui est réalisé par la même entité ou bien par l'ensemble des consultants. Donc, la documentation va être aussi cohérente. Ça sera probablement beaucoup plus mieux que mettre en place la SMSI tout d'abord et par la suite rajouter la couche. Mais si jamais le client il a déjà la SMSI, il est déjà mis en place, dans ce cas de figure, on a besoin bien évidemment de rajouter cette couche-là de 27701 pour être capable de se certifier bien évidemment. Ok, merci beaucoup. Puis, prochaine question pour vous, Ayet. Comment l'ISO 27701 peut-elle faciliter la conformité continue et l'amélioration continue de la gestion de la confidentialité des données personnelles? Merci bien. Alors, donc, pour la norme 27701, bien évidemment, il n'est pas 100% compatible avec l'RGPD. Donc, on ne peut pas dire que le fait d'avoir RGPD qui est mis en place, donc on est ready ou bien on est prêt pour se certifier 27701. Et de l'autre côté aussi, on ne peut pas dire que le fait qu'on a déjà 27701, donc on est 100% aligné avec l'RGPD. Mais bien évidemment, il y a une grande partie dans le deux référentiels qui sont en commun. Donc, le fait d'avoir l'un, ça va faciliter énormément donc de mettre en place le deuxième. D'ailleurs, au niveau de la norme 27701, si on voit ensemble l'annexe D, donc là, vous allez trouver un tableau de mapping entre les deux. Donc, on va trouver une sorte de mapping entre les clauses de la norme 27701 et l'équivalent en termes des articles de RGPD. Maintenant, comment on peut profiter de l'ISO 27701 pour assurer la continuité, l'amélioration donc continue et bien évidemment assurer donc une conformité par rapport à l'RGPD. Donc là, comme déjà il a mentionné donc mon ami donc Bachir, le fait d'avoir un socle déjà de l'SMSI, ça va faciliter énormément d'assurer un principe qui est très important au niveau de l'RGPD, c'est la sécurité de l'information. Et avec les différentes mesures qui sont mises en place avec l'SMSI, ça va augmenter bien évidemment le niveau de maturité de notre RGPD
et éventuellement avec les nouveaux, donc d'ailleurs les nouvelles donc mesures au niveau de 27001 qui ont été donc rajoutées l'année dernière donc au niveau de la norme 27001 et la norme donc 27002. Donc là, éventuellement, elle va améliorer la conformité au niveau de l'RGPD. Aussi, on ne doit pas oublier le fait que lorsqu'on va mettre en place un 27701, c'est une norme certifiante. Et lorsqu'on dit donc norme certifiante au niveau de l'ISO, donc on a toujours le concept de PDCA, Plan, Do, Check and Act. Et éventuellement, on a le chapitre 9 de toutes les normes qui était donc inspiré bien évidemment au niveau de l'article 5 de 27701, parce qu'au niveau de 27701, le chapitre 5, c'est l'équivalent au niveau de 27001. Donc, au niveau de 27001, on a pris les mêmes exigences et on a mis en place au niveau de l'article 5 de 27701 et on a rajouté donc la couche de privacy ou bien la sécurité des informations personnelles. Donc là, on a reproduit éventuellement et systématiquement, on a reproduit la fameuse donc 9.2 pour l'audit interne. La revue de direction, donc le 9.3, ils ont été réintégrés au niveau de 27701 dans l'article 5 et on a aussi réintégré donc l'article 10, l'amélioration continue, donc au niveau aussi de l'article 5 de 27701. Donc tous ces aspects-là, ils vont assurer bien évidemment une conformité par rapport à l'RGPD d'une façon continue, une amélioration de notre système de protection de vie privée donc d'une façon continue et éventuellement ça va minimiser donc le risque de ne pas être conforme ou bien d'avoir un incident en relation avec les informations personnelles. On ne doit pas oublier les aspects qui ont été déjà mentionnés par mon ami donc Béchir lorsqu'il a parlé à propos du socle de sécurité. Donc là, on a plusieurs mesures déjà au niveau de 27001 dans l'annexe A ou bien dans l'annexe 27002 qui sont dans les différents donc, aspects techniques, organisationnels, liés aux personnes ou bien physiques qui vont contribuer bien évidemment à assurer donc, une conformité par rapport à l'RGPD. Donc, de cette façon-là, on va minimiser bien évidemment le risque d'avoir donc des incidents en relation avec les DCP d'une façon générale, sans oublier aussi donc les aspects donc tests de conformité, les aspects gestion des incidents, tout un processus déjà derrière ce point-là, la gestion de risque, le processus d'appréciation de risque, le processus donc de traitement de risque, les différents aspects en termes de sauvegarde, en termes de fuite, donc lutte contre les fuites, donc tout ce qui est contre donc le fuite des informations, les logiciels qu'on utilise dans ce contexte-là. Donc, l'un des slides que j'aimerais bien, donc lorsque je donne des formations en CSSP, et je me rappelais de ce slide-là, donc maintenant, c'est la différence entre due care et due diligence. Donc, pour les sociétés qui déjà traitent les informations des citoyens européens ou bien les résidents donc, européens, donc là, c'est parmi les due care pour eux, c'est de mettre en place ou bien de s'aligner avec la RGPD. Parce que c'est une exigence donc, réglementaire, donc ils n'ont pas d'autre choix. Donc, toute personne raisonnable, il doit faire ça. Et par conséquent, je peux donc classer mise en conformité par rapport à la RGPD comme due care. Alors que d'être certifié 27701, donc là, on parle de due diligence. C'est au-delà de ce qui est donc exigé ou bien ce qu'une personne raisonnable donc, doit le faire. Donc là, ça par rapport donc la mise en place de 27701, ça va améliorer et ça va donc assurer donc une meilleure conformité par rapport à l'RGPD. Ok, très bien. Alex ou Béchir, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter juste, pardon Caroline, je vais réagir avec mon ami Ayed par rapport à ce qu'il vient de dire. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Alors, en fait, comme tout,
Parfait. Comme tout système de management, comme on le sait, donc l'entreprise va rentrer donc, dans un cadre donc, de maintien de la certification, de la surveillance, et notamment, donc, il y a un enjeu, c'est comment assurer donc, la partie amélioration continue à travers la partie PDCA. L'entreprise, elle sera obligée d'être conforme par rapport à l'RGPD à travers la mise en place des mesures de sécurité pertinentes, contrôler, améliorer son système de management. Et je pense que c'est un point fort pour une entreprise qui est certifiée ISO 27701. Ça peut démontrer sa conformité, son niveau de maturité pour rester toujours en conformité. Parce qu'il y a un défi, quand vous savez, les organismes de certification, donc il y aura un audit de surveillance annuel et notamment un audit de renouvellement troisième année. Je pense qu'il y a quand même de la rigueur et ça va donc pousser donc Comment? Et les audits internes aussi, la revue de direction, c'est… Bien sûr, à travers les audits internes pour contrôler et auditer donc le PIMS pour pouvoir être toujours, s'assurer qu'on est toujours en conformité. Je pense que ça reste aussi un point fort pour la norme ISO 27700. Ok, merci Béchir. Alex, last but not least, la dernière question est pour vous. Voilà. Que faut-il atteindre pour prétendre être conforme au RGPD et peut-on dépendre sur l'ISO 27701 pour y arriver? Très bonne question, merci Caroline. Alors justement, là, on a eu des bonnes interventions d'Ayed et Bachir sur les avantages en fait de la norme 27001 et puis de son extension 27701 pour démontrer la conformité au règlement. Ce qui m'a premièrement frappé en regardant le sujet, c'était de voir en fait sur quelle base de corpus on se basait lorsqu'on voulait être en conformité. Alors pour l'aspect ISO, premièrement, ce qui apparaît, c'est qu'on est face à des textes onéreux et que la mise en application est longue quand on commence avec rien du tout. Peu d'entreprises commencent avec rien du tout, mais beaucoup d'entreprises ne comprennent pas ce qu'elles ont déjà en place. Alors que quand on regarde le droit, c'est des textes assez libres et l'application est relativement modérée lorsqu'on commence avec rien. C'est-à-dire que, et là j'ouvre le débat pour plus tard, peut-être avec mes collègues, je dirais que pour être en conformité au 27001 et 701, peut-être qu'il nous faut entre 8 et 16 mois pour atteindre disons 95% de conformité, et pour le RGPD, je dirais entre 3 et 6 mois en commençant avec rien. C'est pas impossible d'avoir 85-95% de conformité, même si j'admets que recourir à des chiffres dans ce contexte, ça a peu de sens. C'est pour donner un petit peu une idée de proportion. La norme 27001 en elle-même, en tout cas la version 2022, c'est 9 pages d'exigence simplement, suivi d'une annexe de 8 pages sur les contrôles, les mesures à appliquer. Ça fait 17 pages qui sont dédiées à la sécurité informatique. Quand on compare au RGPD, on a un article, c'est l'article 32, qui en 2 lignes dit « Le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ». Ce qui est bien, c'est que la norme et la loi, toutes les deux, ont cette approche basée sur le risque, c'est-à-dire l'analyse du risque, l'analyse du contexte pour savoir quelles sont les exigences auxquelles répondre. Donc, je crois que c'est Bachir tout à l'heure qui a mentionné 99 articles pour le RGPD. Si on retire tous les articles qui sont sur les compétences des organismes de supervision comme la CNIL par exemple et tous les mécanismes internes au RGPD, on peut facilement se retrouver avec une trentaine d'articles qui sont qui imposent des exigences aux organismes qui traitent des données personnelles, qui soient responsables de traitement ou sous-traitants. Si on étend le corpus au-delà de
deux gros textes. On rajoute 47 pages et 6 annexes de 15 pages avec le 27701, qui lui-même fait référence au 27002, 27003, qui sont grosso modo 120 pages additionnelles de code de pratique et de lignes directrices sur l'ISMS, sur le système le système de management de sécurité intégrée, de management de sécurité de l'information, pardon. On peut aussi rajouter l'annexe qui fait référence au 27018, qui est une ligne directrice pour l'offre cloud en sous-traitance, et 29151, qui est une ligne directrice pour les responsables de traitement. Donc, quand on rajoute tout ça au 27001 et au 27701, on se retrouve quand même avec un paquet d'informations et d'exigences. Et j'ai envie de dire, c'est la même avec le RGPD, parce que le RGPD, ok, c'est 88 pages, mais à cela se rajoute un corpus énorme de jurisprudence, d'interprétations et d'orientations qui sont issues du European Data Protection Board, EDPB, en français le Conseil européen de la protection des données, CEPD, qui est la maison mère de tous les organismes de contrôle en Europe, dont la CNIL fait partie. On a aussi une abondance d'orientations et d'interprétations qui nous viennent d'autres autorités de contrôle par État. On en a une par État membre, mais bon, vous prenez l'Allemagne où je réside, il y en a 16, puisqu'il y a 16 États en Allemagne, donc on se retrouve à peu près entre 40 et 50 autorités de contrôle en Europe. Ça fait énormément de publications qui sont toutes très très bonnes à prendre. Certaines s'appliquent, certaines d'autres pas. Je vais prendre l'exemple de la recommandation de la CNIL, par exemple, pour la mise en pratique, la mise en œuvre de bannières cookies qui ne requièrent pas de consentement avec la méthode Matomo, qui a été estampillée CNIL. Si vous mettez ça en place en France, vous risquez de vous faire tomber dessus ou taper sur les doigts en Belgique ou en Allemagne, parce que cette recommandation CNIL n'est pas forcément reconnue ailleurs, enfin, et certainement pas reconnue ailleurs. Vous avez aussi une abondance de publications de la Cour européenne de justice, et je fais référence essentiellement, par exemple, à la décision de justice du 16 juin 2020, le fameux Schrems 2 sur l'invalidation des transferts de l'Union européenne vers les États-Unis basés sur le Privacy Shield, qui a été un game changer gigantesque dans la profession, dans notre profession, sécurité et protection des données. Et puis aussi la Cour européenne qui tranche sur la conformité et l'adéquation de certains pays pour les transferts internationaux. Ça, c'est hyper important. Donc, quand vous additionnez tout cet ensemble de corpus, on se retrouve avec encore plus de guidance, encore plus de lignes directrices qu'on en a pour l'ISO, sauf que, c'est peut-être là où je veux en venir, l'ISO est énormément... il faut se rappeler que c'est une norme de management, c'est une norme de sécurité, mais de management de la sécurité. Et en cela, ça donne une liste plutôt exhaustive de techniques, de mesures techniques et organisationnelles qui vont au-delà de ce qu'on a l'habitude d'avoir une entreprise a l'habitude d'avoir. Donc c'est une liste plutôt exhaustive. Ça donne des pistes pour les politiques internes, comme les clean desk, les policies, les screen lock policies. Désolé pour pas avoir traduit ça en amont, qui donne des lignes directrices sur le chiffrement aussi. Comment est-ce qu'on chiffre les données? Ça, on l'a pas du tout dans le RGPD. L'ISO propose, donne des pistes, mais aussi impose des actions, par exemple sur la classification des données, étendre avec le 27701 la classification qu'on avait dans le 27001 aux données personnelles, c'est-à-dire aussi les données sensibles, et comprendre que les données sensibles, selon les juridictions, et ça c'est un petit peu la partie grise de la norme qui ne peut pas être plus précise que ça, qui renvoie le lecteur aux juridictions et aux exigences juridiques de chaque, et là je vais simplifier, de chaque État membre. On a énormément de contrôles et de mesures précises. Par exemple, je vais donner comme exemple le provisionnement d'accès utilisateurs dans le 27002.
La gestion des chiffrements, je l'ai mentionné à l'instant. La gestion des clés, ça, on l'a pas du tout sous le RGPD. Dans le 27701, on considère l'impact des opérations de backup sur les services avec les sous-traitants, et donc ça veut dire qu'il va falloir revoir ces contrats, revoir ces SLA, ces DPA, Data Protection Agreements, donc pour répondre aux exigences de l'article 28 du RGPD, c'est-à-dire mettre en place des instructions du responsable de traitement aux sous-traitants sur ce qu'il doit faire avec les données qu'on lui confie. Et vraiment, il y a une liste de bonnes pratiques de gestion et de traçabilité. Et ça, on l'a pas dans le RGPD, parce que le RGPD, c'est une loi, c'est pas du tout orienté sur la gestion de ces du fulfillment, pardon pour le manque de vocabulaire là, du fulfillment de ces exigences. Un autre exemple, la formation du personnel sous l'ISO 27001. Alors, c'est une exigence, par exemple, du DPO lorsqu'il est placé en entreprise, mais dans l'ISO 27701, la formation du personnel demande à inclure une éducation sur les conséquences des violations de données personnelles, sur l'organisme, les collaborateurs et les utilisateurs des systèmes. C'est énorme, parce que ça, on l'a pas du tout sous le RGPD, et beaucoup d'entreprises ignorent, par exemple, que leurs collaborateurs, leurs employés sont aussi des personnes concernées, et que la protection de leurs données, on l'a vu il y a tout récemment avec le gros breach qu'on a eu en Grande-Bretagne avec la BBC sur le fournisseur de services RH en ligne, MoveIt. Voilà, là les données personnelles qui ont été violées, c'est celles des employés. Par contre, j'aimerais maintenant me concentrer un peu sur les limites et les risques de dépendre uniquement du 27000 sur le 27701 pour être conforme au RGPD. Mes collègues l'ont mentionné tout à l'heure et ils ont bien fait, c'est vraiment un point de vue sécuritaire, ils ont stressé l'aspect socle sécurité, mais justement ce point de vue essentiellement sécuritaire, un exemple par exemple sur le 6.12 relations avec les sous-traitants, 6.12.12 sécurité dans les accords avec les sous-traitants, on parle de sécurité, alors que beaucoup d'entreprises ont énormément de mal, moi je le vois tous les jours avec mes clients, énormément de mal à imposer dans leurs relations des clauses qui leur sont imposées de manière statutaire par le RGPD et qui retombent sur l'aspect contractuel et des choses qui sont même pas demandées. Par exemple, la limitation de la liability, c'est pas du tout pris en compte par le RGPD, mais on le retrouve dans énormément de contrats de data processing agreements, d'accords entre sous-traitants et responsables. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu un manque. Je pense que le point de vue essentiellement sécuritaire fait qu'on peut louper certains aspects, comme la nécessité de distribuer les rôles, de reconfigurer les rôles en fonction du sous-traitant qu'on emploie. Je vais mentionner par exemple lorsque, et ça c'était un cas assez connu d'implémentation de tierces parties, comme le bouton like de Facebook sur sa page, ça déclenche une relation de joint controller, de responsable, de co-responsable de traitement d'information que beaucoup d'entreprises ignoraient jusqu'à ce qu'il y ait eu une décision de justice. Un autre exemple, c'est que le point de contact de la norme 27701, le point de contact, c'est-à-dire nommer un point de contact au sein de l'entreprise pour répondre aux questions des personnes concernées, ressemble, à s'y tromper, au délégué à la protection des données. Et j'utiliserai le terme DPO, Data Protection Officer. Le délégué à la protection des données, malheureusement, c'est pas la même chose qu'un point de contact parce qu'il doit être complètement indépendant. Il a des tâches statutaires à remplir. Il ne peut pas recevoir d'instructions de son employeur, alors que dans un système normatif, et je fais référence à un ISO Information Security Officer ou un CISO, Chief Information Security Officer, qui sont souvent des gens qui se retrouvent, des rôles qui se retrouvent avec la responsabilité de la norme. Ils servent directement les intérêts de leur employeur, de leur organisme, alors que le
DPO, le DPD, le délégué à la protection des données, sert les intérêts des personnes concernées. C'est pas du tout la même chose et ça amène à des conflits d'intérêts lorsqu'on nomme quelqu'un en interne. Par exemple, Chief of Information Security devient le DPO, ou le CEO dans une petite structure devient le DPO. Là, on a un conflit d'intérêts direct. Et il y a eu des cas de sanctions pour violation pour violation de cette indépendance. Et justement, il y a un task force qui remonte à mars de cette année, un task force du CEPD qui va cette année, attendez-vous à d'autres cas de enforcement, qui va analyser le degré d'éducation du DPO, d'indépendance du DPO, etc. Un autre exemple, c'est que dans la norme 27701, on parle de développement externe. Donc, lorsqu'on fait appel à des développeurs qui ne sont pas sur le payroll, qui ne sont pas directement employés par l'entreprise, et la norme dit, bon, il faut absolument que ces personnes travaillent sur des données tests ou des données synthétiques. Mais en pratique, alors effectivement, la norme, c'est l'idéal, mais en pratique, on a des entreprises qui font appel à des développeurs externes et qui leur donnent complètement accès à leurs données de production. Parce qu'il faut connecter des bases de données, etc. Donc, bon, ça se comprend. Est-ce que ces droits d'accès sont temporaires? Ça peut être une mesure qui compense, mais je pense que c'est très, très mal géré. Et ce que les organismes ne comprennent pas, c'est que dès qu'on fait appel à des sous-traitants, donc à des développeurs externes, il faut des accords avec ces sous-traitants. Et beaucoup de nos clients sont initialement en violation de l'article 28. Et ces sous-traitants deviennent eux-mêmes des contrôleurs sans pouvoir remplir leurs exigences en tant que contrôleurs. Donc c'est vraiment une chose qui n'est pas forcément claire dans la norme et qui n'est pas claire dans le RGPD non plus. C'est pour ça qu'il faut se tenir au courant et voilà. Un tout petit exemple avant d'en dire ma conclusion aussi, les bases légales. Dans le 27701, je crois que c'est la section 7.2.2, 7.2.3 et 4, on se concentre essentiellement sur le consentement. Et ça, je l'ai vu souvent dans le domaine sécurité. Les experts sécurité ont tendance, même des experts sécurité, ont tendance à réduire le RGPD à le consentement. C'est-à-dire que dès que je prends le consentement pour le traitement de mes données de mes utilisateurs, je peux faire ce que je veux. Et c'est pas du tout le cas. Et le consentement, c'est une des 6 bases légales. Il y en a d'autres. Et le 27001 ne stresse pas ça suffisamment. C'est vraiment un point qui est difficile pour beaucoup d'organismes. Faire le lien entre le traitement, le but de ce traitement et la licéité, c'est-à-dire la base légale qui justifie légalement ce traitement, ça y est pas. Le consentement, c'est pas une base légale qui va marcher, qui sera valide, qui sera reconnue dans une relation, par exemple, employeur-employé. Et ça, c'est pas indiqué dans le RGPD. Très vite, je vais essayer de conclure. Le 27001, ceci dit, est un point de départ excellent. C'est une extension solide au 27701, c'est une extension solide au 27001. Avec le 27002 et le 27003, on peut dire que ça sert de manuel de bonnes pratiques en gestion de sécurité. Et surtout, et je pense qu'Ayed l'a dit tout à l'heure, en termes d'amélioration continue, j'appellerais ça du Privacy Lifecycle Management, qu'on n'a pas du tout dans la loi. On l'a par contre à profusion, c'est vraiment ce pourquoi les entreprises se jettent sur le 27701. C'est idéal comme manuel de gestion, mais comme il n'y a pas de conformité absolue, ni de conformité normative absolue, ni à la loi, il faut le garder en tête, parce que la loi ne change pas vite, elle change peut-être moins vite que les normes, mais il y a beaucoup de fluctuations politiques, on l'a vu avec les données de transfert États-Unis-Europe. On voit ça même en France avec des tensions entre la CNIL et le Conseil d'État, une décision de la CNIL qui se fait renverser par le Conseil d'État, alors que la CNIL est super compétente en matière de protection des données. On n'a pas un alignement parfait entre ces 40 plus ou moins autorités de contrôle en Europe. Donc, faire attention et surtout pas se dire qu'on va avoir une conformité absolue, mais y tendre. Donc, pour finir, rien ne remplace la connaissance de la loi. Et ce que je dis toujours à mes clients, c'est lisez le RGPD, c'est hyper simple. C'est
trentaine d'articles, vraiment, enfin, il y en a 99, mais il y en a 30 qui s'appliquent à l'entreprise grosso modo. C'est gratuit, c'est libre d'accès, c'est bien écrit. Malheureusement, ça manque d'aspect pratique. Et ça, on le retrouve par contre dans le 27001. Et puis, être en veille documentaire constamment. L'évolution de la loi, on l'a vu avec Schrems 2 en 2020, peut-être un Schrems 2 en 23, en 24. Et puis, rien ne remplace un bon conseil. Et peut-être que je garde cette petite anecdote pour plus tard dans les questions. Ok, parfait. Merci beaucoup, Alex. Voilà, il nous reste encore une quinzaine de minutes pour les questions du public. Je vais regarder si nous avons reçu quelques questions. Ok, voilà, oui, on en a reçu. Alors, une question. Comment mesurer la solidité du socle de sécurité? Quels sont les critères? Peut-être une question pour Behir à répondre? Oui, bien sûr, Caroline. En fait, pour répondre à la question, pour pouvoir mesurer donc la solidité d'un socle de sécurité, donc on peut avoir une matrice ou bien une échelle de maturité, bien sûr en se basant sur CMMI, donc c'est un référentiel de maturité dans lequel l'entreprise va bien sûr collecter les informations nécessaires, faire la revue documentaire, faire les visites et faire les entretiens afin de pouvoir définir donc la maturité. Généralement, on travaille avec l'annexe 1 de la norme ISO 27001 pour pouvoir donc, définir le niveau de maturité. Et à la fin, donc, on peut avoir un niveau global ou bien un niveau par section. Ça dépend voilà, de la version qui sera utilisée, soit la version 2013 de la norme ISO 27001 ou bien la version 2022. Voilà. Ok. Autre question, à partir de quel moment on peut parler de données à caractère personnel qu'il faut protéger et quels sont les actifs à considérer au sein d'un organisme pour protéger ces données personnelles? Qui veut prendre cette question? À partir de quel moment on peut parler de données à caractère personnel qu'il faut protéger? Peut-être Alex? Oui. Je veux bien tenter, ouais. Alors effectivement, je vais lire le. Non, je vais pas le lire parce que si, je l'ai. Je vais lire la définition hein, parce que tout se base sur ce qui est écrit et après on l'interprète. Et c'est bien ça la difficulté, c'est qu'il peut y avoir divergence dans les interprétations. Une donnée à caractère personnel, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable et réputée être une personne physique, une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un à plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. C'est hyper vague et beaucoup d'entreprises se méprennent. La moitié de mes clients sont basés aux États-Unis et quasiment tous font une équation directe entre PII, Personally Identifiable Information, et Personal Data, qu'on retrouve données à caractère personnel dans le RGPD. J'ai envie de dire ça va plus loin. Le PII aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est essentiellement ce qui identifie directement une personne. Ça va être effectivement son nom, mais il y a beaucoup d'identifiants qui sont uniques, à savoir le numéro de téléphone, l'email, la carte de sécurité sociale, la driver's license. Ça, c'est directement identifiable et c'est ça qu'ils ont en tête lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils demandent conseil pour proposer des services en Europe, parce qu'ils ont un petit peu de pushback des entreprises qui veulent implémenter leurs services en Europe. Il faut savoir que sous le RGPD, pratiquement tout et n'importe quoi peut devenir une donnée personnelle à partir du moment où c'est associé à la personne. Il y a un cas de figure que je ramène tout le temps comme illustration. En 2014, et donc c'était avant le RGPD, mais c'est quand même une jurisprudence qui est toujours d'actualité. En 2014, une
la Cour européenne de justice a effectivement tranché sur le cas Patrick Breyer, qui était un activiste, un avocat activiste allemand contre la République d'Allemagne, et qui disait, écoutez, mes données personnelles, enfin mon adresse IP, même si elle est dynamique et qu'elle n'est plus attribuée à moi, est une donnée personnelle. Et il a été conclu qu'effectivement, il suffit que l'information qui permet de faire le lien entre la personne et l'adresse IP, qui résidait sur les serveurs du Internet Service Provider, parce que ce bout d'information existe quelque part, même s'il n'est pas accessible à l'entreprise qui va traiter des pseudonymes ou des identifiants qui peuvent être random. Enfin, random, non, parce qu'il n'y aurait pas forcément de lien, mais en tout cas des identifiants autres que l'adresse IP, parce qu'il y a l'existence de ce lien. Juridiquement, on est dans un cas de figure où on traite des données personnelles. Et un exemple qui peut peut-être aider à répondre, on a eu un client à un moment donné qui était certifié ISO 27001 et qui en était à un stade d'audit de maintenance, et qui, ayant eu la certification 27001, a voulu se concentrer sur la conformité au RGPD. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert qu'un identifiant qui était lié à un téléphone, l'identifiant en question c'est le IMEI, devenait une donnée personnelle à partir du moment où il y avait un lien entre l'acheteur du téléphone ou l'utilisateur du téléphone ou le teneur du compte et ce device qui est lié au IMEI. C'est-à-dire qu'ils ont pu être certifiés ISO 27001 sur une fausse base en ayant extrait de leur scope le IMEI en tant que données personnelles. Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des trous et des risques, même quand on est certifié, d'avoir correctement évalué si effectivement on traite des données personnelles. Et pour ça, j'ai envie de dire, vaut mieux se tourner vers un expert. Et puis peut-être qu'au final, reconnaître qu'il n'y a pas moyen de dire que ces données sont anonymes. On va reconnaître bel et bien qu'on traite des données personnelles, et maintenant on met des couches de sécurité, on limite les droits d'accès, on chiffre, et voilà. Et du coup, on rend impossible ou virtuellement impossible la réidentification de ces personnes. Ok, merci beaucoup Alex pour cette réponse passionnée. Autre question. Avez-vous une idée de la date de sortie de la version 27701 dont les contrôles seront alignés avec ceux de 27001, 20022 et non plus 20013? Alors, je peux répondre à la question, Caroline? Oui, Behir, Alors allez-y. en fait, très bonne question, parce que, comme vous le savez, les deux normes ISO 27001 et ISO 27002 ont été revues, donc ils sont à la version 2022. D'ailleurs, la norme ISO 27001, elle a été publiée en octobre 2022. Bientôt, donc, on va fêter une année. Par contre, ce qu'on a comme information à ce jour, parce qu'on est en train d'accompagner donc une grande société en France sur la conformité ISO 27701, donc on n'a pas encore une idée sur la date de publication de la nouvelle norme. On sait que la norme est en revue, donc elle est en cours de revue, mais la date n'a pas encore été communiquée. Par contre, les sociétés qui sont, on va dire, certifiées sur la norme ISO 27001 version 2022, normalement, ils n'auront pas de difficulté pour rapidement s'aligner avec la nouvelle version de la 27701. Et je pense que ça ne va pas trop tarder. Je pense que d'ici, à mon avis, d'ici la fin d'année, forcément, donc on aura une nouvelle version de la norme ISO 27701. Sachant que la 27001, 2 et 27005 sont aujourd'hui à la version 2022. Donc, je pense, à mon avis, ça ne va pas trop tarder pour avoir une nouvelle norme 27701 sur
2022. Pardon, 2023 ou début d'année 2024. Mais a priori, ça va être avant la fin de l'année 2023. Ok, merci beaucoup Ayet et Béhir. Autre question. Une organisation peut mettre en place ISO 27701 et s'en passer de la RGPD. Que Si elle est pensez-vous? concernée par Alors, la RGPD, elle ne peut pas zapper. Si elle est concernée par la RGPD, elle traite des informations personnelles des Européens ou bien des résidents dans l'Europe. Elle est obligée de s'aligner avec la réglementation RGPD. Ok, une réponse très claire. Merci Ayet. Ah, Si- Alex, vous voulez ajouter si quelque je chose? peux complémenter ce qu'Ayad vient de dire. Très souvent, je vois qu'il y a une confusion parce que protection des données et sécurité informatique, beaucoup de gens s'imaginent que ce sont des synonymes, alors que pas vraiment. En fait, sécurité informatique, c'est la sécurité des assets, des atouts d'une entreprise, quels qu'ils soient. Ils peuvent être immatériels, comme matériel, ça peut être les blueprints de votre design, par exemple. Ça va être une donnée que vous allez pouvoir protéger. Et la protection des données, c'est une loi, en fait. C'est la loi qui protège les personnes quant à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de leurs données. C'est-à-dire que si une entreprise se sert de vos données personnelles pour rendre un service ou pour se faire de l'argent, et ben elle a des obligations. Et ça c'est établi par le RGPD et la loi s'applique dès lors qu'une entreprise traite ses données. Alors que, encore une fois, l'ISO, c'est un cadre normatif que l'on va volontairement auquel on va vouloir volontairement se faire certifier. Généralement, c'est parce que ça va permettre de signer des contrats avec des entreprises qui l'exigent. Mais c'est aussi une très bonne, outre la certification, c'est une très bonne pratique pour gérer la sécurité de son information. Mais la loi, que l'on veuille ou non, elle s'applique. Et c'est pour ça que je dis lisez la loi, parce que vous allez pouvoir découvrir que ce que vous ne pensiez pas être une donnée personnelle ou que vous pensiez que le RGPD ne s'appliquait pas à vous, s'applique. Et honnêtement, même si l'article 3 sur la territorialité d'application du RGPD est simple, il tient en 5 lignes, elle n'est pas facile à comprendre. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Voilà, j'ai encore une dernière question, peut-être une réponse très courte. Dernière question. Est-ce possible d'appliquer le RGPD dans les pays d'Afrique, sachant que la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel reste insuffisante? Je peux répondre à cette question si vous souhaitez. En fait, l'RGPD s'applique à toute entreprise qui traite des données à caractère personnel des ressortissants européens. Tant qu'elle traite des données à caractère personnel des Européens, ben, ça s'applique. Il n'y a pas, comme il a dit, l'article 3, donc parfois c'est pas bien clair, c'est pas bien compris dans le sens de localisation. Il s'agit pas, c'est une réglementation européenne notamment, mais ça s'applique à toute entreprise, peu importe l'emplacement de l'entreprise dans le monde, tant qu'elle traite des données à caractère personnel des ressortissants européens, ben, la réglementation s'applique, elle est concernée par la RGPD et elle doit se conformer par rapport à la loi et par rapport à la réglementation. Je pense que j'étais clair sur cette question. Le temps nous presse, comme vous le savez. Voilà. Encore une fois, je présente mes remerciements à tous les panélistes, à vous aussi, Caroline, et au public. Et je vous dis peut-être à bientôt. Merci. Merci, voilà, nous sommes à la fin de cette session. Effectivement, merci beaucoup pour votre participation. Grand merci aux panélistes et au public et à PCB pour l'organisation. J'espère que c'était une session intéressante et je vous souhaite encore tous et toutes une très belle fin de journée. Au revoir. Merci Caroline, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.